je pense que le discours sur la matérialité de cette industrie et son impact absolument colossal dans le négatif sur le climat, et pas que sur le climat, sur les gens qui la construisent, qui la fabriquent, ne pèse que peu en termes d'effet de sidération par rapport à tous ces discours sur la promesse et sur les risques. Et il y a vraiment une asymétrie fondamentale. Bienvenue, je suis Laurent-Nicolas Guénoc du cabinet Convertéo. Je suis Marjorie Paillon. Et vous allez écouter Changement d'époque en cours, le podcast de l'IA. Changement d'époque en cours. Épisode 13. L'IA et l'environnement. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Changement d'époque en cours. Toujours à mes côtés, fidèle au poste, la journaliste Marjorie Paillon. Bienvenue Marjorie. Hello Laurent, et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui forcément va vous intéresser. Si je vous dis, il est essentiel de concilier les progrès de l'IA avec la protection de notre planète. Vous me répondez, c'est Gemini, l'outil d'IA générative de Google qui me l'a dit. Oui, mais dans un monde où les États-Unis, le pays le plus important dans la production d'intelligence artificielle, est en train de se retirer des accords de Paris, de relancer les énergies fossiles du pétrole au charbon, et où tous les producteurs et productrices d'IA tentent de tirer parti de l'énergie nucléaire, comment adopter le bon mix énergétique pour tirer le meilleur parti de l'IA et préserver le climat? La facture environnementale de ces technologies commence à être salée. Qui saura l'adoucir? Pour en parler avec nous aujourd'hui en studio, Nastasia Hadjadji. Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste des enjeux numériques. Vous collaborez avec plusieurs rédactions, dont celle du Monde et des Échos. Vous avez également écrit l'essai No Crypto, comment Bitcoin a envoûté la planète. C'est aux éditions Divergentes. La tech, c'est votre terrain de jeu et d'enquête. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez un regard critique sur ces dérives. Bonjour à vous. Bonjour Marjorie, bonjour Laurent. Bonjour. Nastasia, on vous reçoit au moment où l'industrie de l'IA est bousculée par les performances du modèle chinois DeepSeek R1, qui rivalise avec les meilleurs LLM occidentaux, alors que le coût de ce modèle chinois serait de seulement 6 millions d'euros pour son entraînement, contre plusieurs centaines de millions d'euros pour les modèles d'OpenAI par exemple. Or, ce coût, justement, c'est essentiellement deux choses: l'achat de matériel informatique, les fameuses puces notamment d'NVIDIA, et de l'énergie pour les faire tourner. Alors, un grand modèle d'IA enfin frugal, économe en énergie, c'est possible finalement. Est-ce que la Chine ne vient pas de sauver la planète ? Alors, je ne pense pas que la Chine sauve la planète d'une quelconque manière si on considère l'impact, qu'a la production industrielle chinoise, tout secteur confondu, et l'énergie qui est mobilisée pour cette même production industrielle. Il faut quand même rappeler que la Chine demeure un producteur massif de charbon. Au demeurant, si on se remet sur le champ de bataille de l'IA actuel, il semblerait qu'effectivement, ce fonds d'investissement qui a nourri et entraîné ce petit modèle comme ça, qu'est DeepSeek, ait réussi à le faire pour une fraction du coût financier et une fraction du coût énergétique, puisqu'il n'aurait, selon l'histoire qui est diffusée et à propos de laquelle on n'a encore pas beaucoup de recul finalement, il n'aurait pas utilisé les puces de toute dernière génération, puisqu'ils en sont empêchés de par le blocage des États-Unis, qui, pour maintenir un petit peu le monopole des États-Unis dans cette course industrielle qu'est l'intelligence artificielle, a fait en sorte de réserver les derniers GPU aux entreprises américaines. Et donc, ils auraient, d'une certaine manière, ces concepteurs de DeepSeek été contraints de faire mieux. En l'espèce, ils en ont fait la démonstration avec moins. Et donc, effectivement, ce que cette disruption qu'apporte, pour reprendre un jargon de la tech, qu'apporte l'entreprise DeepSeek, c'est aussi une mise en perspective assez radicale avec la course dans laquelle sont engagés les États-Unis, puisque les États-Unis sont véritablement dans une course en avant, presque une fuite en avant, j'ai envie de dire, à l'hypercroissance de l'IA, avec une mobilisation de capitaux sans précédent, et aussi une mobilisation énergétique et plus globalement de ressources, eau, minerais,
et la pollution qui est associée, qui est également de l'ordre vraiment de l'aberration écologique. Donc là, l'idée selon laquelle leurs grands concurrents industriels et géopolitiques pourraient faire mieux avec moins, eh bien ça contribue à questionner véritablement ce modèle de l'hyperscale. On pourra reparler de cette stratégie industrielle qui est celle des États-Unis. Est-ce que, si on met de côté un petit peu les schémas géopolitiques qui peuvent sous-tendre ces grandes batailles, est-ce qu'on peut se réjouir qu'une partie de l'industrie de la recherche réussisse à faire tourner des modèles frugaux, ou en tout cas plus économes? Est-ce que c'est quand même une bonne nouvelle malgré tout pour le secteur? Absolument. Après, dans quelle mesure ces modèles sont-ils réellement frugaux? Quel est notre point de comparaison? Est-ce que notre point de comparaison, c'est la gabegie absolue dans laquelle sont entraînés les États-Unis? Auquel cas, on peut difficilement faire pire. Je pense qu'il faut déjà, d'une part, replacer la question de la consommation énergétique et de la pollution à échelle industrielle que cause ce secteur. Et c'est une question qui a été très largement mise sous le tapis de ces développements récents, partout dans le monde, ou alors qui était considéré véritablement à la marge, puisque prédominait un discours très technosolutionniste, comme quoi l'IA était à la fois le salut de l'humanité, mais aussi son péril, mais que de toute façon, il y avait révolution, et donc elle était inévitable, etc., etc. Donc au nom de cette espèce de rhétorique qui est très propre au champ de l'innovation, rhétorique de l'inévitabilité, rhétorique de la transformation radicale, rhétorique de la compétition féroce dans laquelle nous devrions au plus tôt nous engager, quel qu'en soit le coût, puisque nous serions potentiellement distancés, sinon dans cette course, eh bien on a véritablement occulté cette dimension écologique, en dépit du consensus scientifique, puisque nombre d'études sont sorties, que ce soit de la part de cabinets de conseil, Deloitte a fait un rapport assez récemment, tout récemment également le Berkeley Labs, voilà, donc il y a plusieurs... les données sont là, mais au nom de l'innovation et de la compétition industrielle, on avait véritablement négligé cet enjeu. Moi, je suis pas ingénieur en IA, et donc je peux pas vous dire est-ce qu'il vaut mieux faire un Rubik's Cube plutôt que des modèles hyperscale. En revanche, ce que je peux dire, c'est que tout cela forme une économie politique et qu'il faut être très attentif effectivement aux différentes stratégies qui sont adoptées. Et en l'espèce, nous avions véritablement, de la part des États-Unis qui voulaient construire son monopole et son avance technologique dans le secteur, une stratégie d'hypercroissance qui était délétère à tous les niveaux. Sur le plan financier et économique, puisque c'était une stratégie de constitution de monopole, et également sur le plan écologique. Et justement, quand vous parliez de peut-être de ce récit qui est venu réécrire un peu l'histoire de l'IA et son histoire environnementale aussi, je voudrais faire référence à un enseignant-chercheur et surtout docteur en sciences de l'information, en sciences politiques et en sciences de l'environnement qui s'appelle Nathanaël Wallenhorst. Dans son livre « Qui sauvera la planète ?», Nathanaël fait référence à ce récit Silicon Valleyien, ce récit californien qui justement, comme vous le disiez Nastasia, nous parlait de progrès, nous parlait d'innovation en nous disant que même en matière d'environnement, il y a une techno-solution à apporter. Est-ce que là aussi, on a un peu écrit l'histoire environnementale de l'IA avant même de réussir à la penser ? Absolument. C'est-à-dire que dans cette logique de fuite en avant qui est caractéristique du développement de l'industrie de la tech, on s'en remet à la technique pour résoudre les problèmes créés par la technique. Donc l'idée est de dire l'IA a un impact écologique absolument faramineux, mais nous allons trouver les technologies permettant de le réduire. Très concrètement, ça veut être nous allons optimiser par exemple la question du refroidissement des data centers grâce à telle ou telle innovation. Ça peut être aussi, nous allons imaginer des puces qui vont être moins consommatrices d'énergie. Sauf que là, on se heurte quand même à la question de la miniaturisation qui atteint un palier. Ou ça va être de manière encore plus, j'ai envie de dire, prospective et alarmante, l'idée de s'en remettre à l'atome, par exemple. Nous allons investir dans le nucléaire pour résoudre le problème de la consommation énergétique, ce qui ne résout pas, d'ailleurs, la question des déchets qui sont produits, n'est-ce pas ? Voire même, nous allons investir dans le futur du nucléaire, que serait la fusion nucléaire. Donc, toujours plus en avant pour résoudre ce problème. Et à aucun moment, on ne questionne la racine du problème, qui est bien cette question
question de la croissance. À aucun moment, on ne se place dans une perspective de sobriété, de frugalité. Puisqu'au nom, effectivement, des profits futurs, au nom de la supposée rentabilité qui ne fait absolument pas ses preuves d'ailleurs dans l'IA, mais au nom de tout cela, au nom de l'innovation, etc., eh bien, on se place dans une dynamique qui est celle d'une croissance sans limite. Or, là encore, je mobilise le consensus scientifique international sur le fait que nous sommes à une époque où la pression et la prise de conscience quant aux limites évidentes en termes de flux matériels, en termes de ressources, se posent à nous. Collectivement, nous devrions décélérer, or nous accélérons. D'ailleurs, il y a des chiffres éloquents qui sont sortis il y a quelques mois sur le fait que, du fait de leurs investissements dans l'IA et du fait de cette course industrielle dans l'IA, les grandes entreprises technologiques, Google, Microsoft, Amazon, toutes celles qui sont impliquées dans cette course, se détournent de leur trajectoire de neutralité carbone. Et c'est justement en faisant référence à ces objectifs environnementaux qui ne sont pas atteints que la plupart des big tech ont commencé à regarder de très près l'énergie nucléaire. Microsoft, notamment, en pleine campagne américaine à l'automne 2024, est allé en Pennsylvanie regarder un ancien réacteur qui devait être réactivé et en l'occurrence est en train d'injecter plusieurs milliards de dollars dans le fait de pouvoir remettre à neuf ce projet-là et encore une fois avoir recours à l'énergie nucléaire pour pouvoir empowerer en très mauvais franglais son intelligence artificielle. Oui, donc c'est la fameuse centrale de Three Mile Island qui est tristement célèbre parce qu'elle a été le lieu d'un accident nucléaire qui a été donc désactivée et qui serait effectivement à terme réactivée pour fournir cette énergie nucléaire qui, rappelons-le, a l'avantage, selon les défenseurs du nucléaire, de ne pas produire de CO2. En tout cas, de ne pas générer de CO2 dans l'atmosphère. En revanche, elle génère, on le sait tous et toutes, des déchets nucléaires et la question de leur stockage est évidemment problématique. Et par ailleurs, outre les déchets nucléaires, il y a la question des accidents nucléaires, tout simplement. Et on a des exemples, malheureusement, dans l'histoire. Donc effectivement, il y a cette dynamique de relancer des centrales qui étaient mises en sommeil. Microsoft, puisqu'on parle d'eux, ne se contente pas du nucléaire. En Allemagne, ils ont placé l'un de leurs data centers près d'une mine à charbon. Elle s'appelle Ambach. Je parle très mal l'allemand, mais voilà. Donc ils se placent stratégiquement parce qu'ils ont conscience de leurs besoins colossal en énergie. Et l'un des effets pervers et en ricochet de ce boom de l'IA, c'est aussi la réhabilitation de tout le secteur de l'énergie fossile. On parle du Texas avec Stargate. Le Texas, c'est un grand producteur de pétrole, de gaz naturel, de fracking. Donc le fait d'aller perforer le sol pour extraire le gaz naturel et le pétrole. Donc en fait, l'un des effets de ce boom de l'IA, c'est aussi la relégitimation du secteur de la production d'énergie fossile. Est-ce qu'il y a peut-être un enjeu du côté des utilisateurs finaux de ces systèmes d'IA aussi, un enjeu d'éducation dans choisir le bon usage au bon moment? Je pense à la chercheuse Sacha Lucioni qui travaille pour la société Hugging Face, qui a publié des travaux assez remarqués fin 2023, dans laquelle pour la première fois on avait des quantifications un peu grand public de la consommation d'énergie de ces LLM. Générer une image par un LLM, alors sur un benchmark qui date de cette époque-là, donc de 2023, consommait à peu près l'équivalent d'une recharge d'un smartphone. Voilà, là, on se rend compte tout de suite que si je vais m'amuser à générer des images à la volée pour le plaisir sans aucune utilité quelconque, il y a aussi peut-être un problème dans l'usage et dans l'éducation. Est-ce que c'est aussi un des enjeux à aborder? Est-ce qu'il faut parler au grand public, dire attention, la bonne utilisation au bon moment, l'IA n'a pas vocation à remplacer des outils qui fonctionnent très bien aujourd'hui? Oui, alors il y a la question de l'électricité, une recharge de téléphone, vous le mentionniez, il y a aussi la question de l'eau, une requête ChatGPT, un échange de 20 questions avec ChatGPT nécessite l'équivalent d'une bouteille d'eau en refroidissement, et l'eau c'est aussi une ressource rare, faut-il le rappeler. Donc éduquer le public, oui. Après, moi, la rhétorique selon laquelle chacun fait son geste, je la questionne un peu. C'est-à-dire qu'on matraque les gens avec les discours pro-IA en leur disant que c'est le futur, que ça va voler leur travail, que ça va changer la face du monde, que ça va créer de nouveaux conflits mondiaux, que c'est la nouvelle guerre froide. Donc à la fois on leur fait peur, mais on leur enjoint aussi de s'intéresser à l'outil en leur disant ça va peut-être prendre votre job. Et puis après on leur dit mais attention, soyez raisonnables. Donc il y a une forme de
de hiatus et de dissonance. Donc, finalement, les utilisateurs en bout de chaîne, bien sûr, mais sont-ils véritablement ceux qui ont le vrai pouvoir de levier sur toute cette industrie ? Est-ce que l'impact environnemental de l'IA aujourd'hui, ce n'est pas l'un des principaux freins à son déploiement à l'échelle dans ce qui constitue pour ces sociétés éditrices l'un des principaux débouchés, c'est-à-dire les grandes entreprises, notamment en Europe, on est dans un contexte où le reporting extra-financier devient de plus en plus important. Devoir rendre compte, si je suis une entreprise cotée, de mon bilan carbone, en allant de plus en plus remonter la chaîne de l'ensemble de mes fournisseurs, ces éléments-là deviennent des éléments réellement stratégiques et importants. Alors même si la CSRD et son application sont peut-être en train d'être adoucis par la nouvelle commission, mais en tout cas, il y a quand même ce contexte où on ne peut plus faire n'importe quoi en termes de sélection de fournisseurs et d'impact carbone. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est un élément qui peut limiter le déploiement de ces solutions à l'échelle dans les très grandes entreprises ? Malheureusement non, puisque je le répète, je pense que le discours sur la matérialité de cette industrie et son impact absolument colossal dans le négatif sur le climat, et pas que sur le climat, sur les gens qui la construisent, qui la fabriquent, ne pèse que peu en termes d'effet de sidération par rapport à tous ces discours sur la promesse et sur les risques. Et il y a vraiment une asymétrie fondamentale. Et c'est là que, d'ailleurs, les concepteurs et les promoteurs, notamment aux États-Unis, de l'IA sont forts. C'est-à-dire qu'ils ont un marketing, ils ont des relations publiques, ils ont une capacité à maîtriser le discours, le fameux narratif, qui est absolument saisissante et qui produit de la sidération. Et qu'est-ce que c'est que la sidération ? C'est tout d'un coup ne plus avoir la capacité à se dire qu'on va avoir soi-même une agency, une agentivité sur ce qui se déroule devant nos yeux. Et du coup, je pense que l'effet de sidération produit par tous ces discours sur l'intelligence artificielle générale, eh bien, ces discours-là sidèrent, assoient cette idée que cette évolution technologique est inévitable. Et donc, face à ça, les gens qui tirent un peu la sonnette d'alarme, c'est un peu des rabat-joie, c'est un peu des critiques, sous-entendu, c'est des communistes ou c'est des Khmers verts. Donc, en fait, il y a une asymétrie fondamentale, je pense, là-dedans, et je ne pense pas, du coup, que les légitimes critiques par rapport à l'impact de l'IA sur l'environnement ne fassent malheureusement le poids par rapport à cela. L'un des sujets, si je vous écoute, c'est peut-être également le manque de transparence, parce que quand on parle concrètement de l'impact environnemental, on manque peut-être de chiffres. J'imagine que les éditeurs de ces technologies ne sont pas les plus à même de communiquer l'intégralité de leur chaîne d'émissions ou d'impact environnemental. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un enjeu du côté de la recherche et des observateurs à aller mesurer cet impact sur l'ensemble de la chaîne, à donner plus de transparence pour essayer de guider les choix politique jusqu'à peut-être guider l'usage de ces technologies en entreprise ou par le citoyen? Alors, je pense que les chercheurs font bien leur travail. En revanche, c'est les entreprises qui ne communiquent pas leurs chiffres. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, et on va en revenir à DeepSeek, ils ont fait un modèle open source, mais tous les grands modèles propriétaires en face sont fermés, précisément au nom d'une course industrielle. Et donc, ce sont les entreprises qui conçoivent l'IA, qui ne communiquent pas et qui ne sont pas transparentes sur leurs chiffres à elles. Et du coup, les chercheurs le disent, eux qui cherchent à faire ce travail, c'est très difficile de le faire parce qu'en fait, la donnée n'est pas consolidée. On verra si les choses évoluent dans les mois à venir. Donc, du coup, on ne peut s'en tenir qu'à des estimations qui sont pas d'une précision absolue parce que, encore une fois, la consommation réelle des algorithmes, c'est de l'ordre du secret industriel pour ces entreprises. Est-ce que l'impact environnemental qu'on constate aujourd'hui sur ces technologies, est-ce que c'est aussi un motif de refus de l'acceptabilité sociale de ces technologies ? Vous l'avez dit, il y a une forme de peur, de crainte quand même du grand public qui est un peu coupé des grandes promesses qui circulent dans l'écosystème tech. Est-ce que la consommation énergétique pharaonique de ces modèles-là vient s'ajouter aux craintes du grand public, ou est-ce que, à l'inverse, tout ça surpasse encore un peu les préoccupations dans les débats? Je suis un peu défaitiste sur ce point. J'ai pas le sentiment que la question écologique soit véritablement un frein pour les personnes. Je pense qu'on est très loin du moment où véritablement cet enjeu sera un possible obstacle finalement au déploiement de ces outils. Je pense que l'obstacle, de manière beaucoup plus prosaïque, viendra des financiers et des investisseurs qui vont dire on siffle la fin de la récré, on vous a donné beaucoup trop d'argent et vous n'êtes pas rentable et vos outils ne marchent pas assez bien.
Donc je pense que très prosaïquement, ça va être les structures capitalistes qui vont possiblement freiner cette industrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'affaire DeepSeek, je l'appelle l'affaire parce que vraiment ça remue les médias depuis plusieurs jours. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant de voir à quel point les médias mainstream se sont emparés de ce nouvel outil d'intelligence artificielle générative chinois, alors qu'il y a encore 2 ans avant l'arrivée et la démocratisation d'OpenAI et de ChatGPT, finalement, ce serait resté au cercle très restreint des spécialistes de la tech. Ça veut dire que DeepSeek, c'est l'épine dans le pied des VC de la Silicon Valley? J'ai le sentiment que oui. Parce que c'est un modèle qui fait, on le disait au début de l'émission, la preuve d'une efficacité supérieure pour un coût qui est bien moindre, et avec des technologies qui ne sont même pas les dernières. Donc, sans y apposer le label de frugal, parce que je pense que là, on serait un petit peu dans l'exagération, c'est un peu la démonstration que, du point de vue financier et technique, on peut faire mieux avec moins. Et au vu de, l'inflation de capitaux qui ont été dirigés vers le secteur de l'IA, avec cette idée que plus il y aurait de capitaux, plus on pourrait construire des modèles performants. Et donc, toujours dans cette idée de course en avant, d'énormité, de hyperscale, donc la croissance toujours plus, quoi. Peut-être que les financiers vont se dire « Ah oui, en fait, finalement, c'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose », et qui vont peut-être réduire, je sais pas, faire refermer le robinet un petit peu de leurs capitaux et de leur financement. Est-ce qu'une régulation peut apporter des solutions? Est-ce qu'il faut encadrer? Est-ce qu'il faut poser des limites? Est-ce que la prochaine version de l'IA Act européen ne doit pas contenir des caps de consommation à ne pas dépasser, de caper également le nombre de projets d'installation de data center pour limiter la pression sur les systèmes électriques européens? Est-ce qu'il faut rentrer dans cette dynamique-là, partant du principe que l'industrie de l'IA va continuer à chercher à se développer? Est-ce qu'il faut mettre des garde-fous, se protéger? Alors bien sûr qu'il faut en mettre. Après, j'ai pas l'impression que les garde-fous soient très opérants, dans la mesure où, et ça, le journaliste Thibaut Prévost, d'ailleurs je cite son travail parce que c'est un excellent travail, donc qui a écrit Les prophètes de l'IA, pourquoi la Silicon Valley nous vend l'apocalypse, qui revient par le menu sur tout ce dont je viens de parler, sur les discours et cette dialectique entre transcendance et annihilation qui caractérise un peu les discours autour de l'IA. Donc Thibaut Prévost, il s'est intéressé à la question de la capture régulatoire. Et il parle très bien dans son livre de la manière avec laquelle le lobbying très efficace des constructeurs de l'IA a vraiment drastiquement affadi l'IA Act européen pour lui faire adopter une posture qui, de facto, ne les régule pas trop. Et donc, en fait, on en vient toujours à, évidemment qu'il faut une régulation. Après, en termes de lobbying et de marketing d'influence, ces sociétés sont excellentes, il faut le reconnaître. Elles déploient des sommes, là encore, faramineuses pour faire avancer leurs intérêts dans les centres de pouvoir et les centres de décision. Et elles s'illustrent par cette pratique de la capture réglementaire qui consiste donc à faire un lobbying efficace et puissant de manière à s'assurer qu'il y a un minimum de régulation, mais qu'elle soit la plus conciliante et souple possible à leur égard, afin, là encore, d'être dans une dynamique de préservation de leurs intérêts économiques. Et DeepSeek, justement, s'appuie sur du développement open source. C'est un mythe de se dire que l'open source, ça peut être une solution pour répartir la charge environnementale du développement de ces IA. Donc déjà, pour commencer, l'open source, c'est une très bonne chose. C'est un principe qui est très fréquent dans le monde de l'informatique. Et donc, il s'agit de laisser son modèle ouvert de manière à ce que n'importe quel programmateur, développeur puisse s'en emparer et potentiellement l'améliorer. Donc, le corollaire de ça, c'est que même mon concurrent peut potentiellement s'emparer de mon modèle. Et alors, l'open source, je pense que c'est une solution, c'est une réponse à la structuration industrielle en monopole ou en oligopole. C'est-à-dire que précisément, sur DeepSeek, demain, une société concurrente, même OpenAI et Meta, peuvent prendre le modèle de DeepSeek et s'en servir. En revanche, alors du coup, ça c'est très bien. Ça pourrait permettre de, briser un petit peu les oligopoles américains, l'oligopole américain. En revanche, je suis pas sûre que ce soit une réponse d'une quelconque manière à la question environnementale, puisque là, il s'agit juste d'ouvrir le modèle. C'est plus une réponse à la question de la concurrence que à la question de l'environnement. Allez, on va boucler la boucle avec vous, Nastasia. Je le disais en ouverture de cette émission, quand j'ai interrogé Gemini, l'IA générative de Google, sur le coût environnemental de l'IA, elle m'a répondu qu'il est essentiel de concilier les progrès de l'IA avec la protection de notre planète. Alors les producteurs d'IA, c'est quoi? C'est le virus et l'antidote eux-mêmes?
Oui, ça c'est l'idée du pharmacone qui était assez chère à Bernard Stiegler, qui avait beaucoup réfléchi sur les technologies. Écoutez, conférer autant de pouvoir aux producteurs d'IA, c'est-à-dire le pouvoir de transformer notre société, mais aussi de résoudre tous ces problèmes, de lui faire advenir, de la faire entrer dans un nouvel âge, un âge de l'abondance ou du déclin radical. Je trouve que c'est vraiment leur donner énormément de pouvoir, un pouvoir quasi démiurgique. Et d'ailleurs, c'est pas innocent puisqu'en fait, la tech s'est toujours constituée sur des liens très très évidents avec la religion. Il y a un livre très intéressant du chercheur David Noble sur The Religion of Technology. Et du coup, cette idée du pharmacone, donc du poison et de son antidote, cette idée qu'ils pourront, en s'appuyant sur les capacités de la technique, eh bien résoudre les problèmes que crée la technique, mais aussi nous faire aller vers la transcendance. Je pense qu'elle est tout à fait de l'ordre du mythe, de la mythologie, du récit, là encore. Et on a quand même discuté lors de ce podcast de la puissance des récits que diffuse la tech, et que c'est précisément le moteur d'une économie politique qui fait du coup abstraction complètement des contingences matérielles. Donc en se plaçant dans cette idée-là, on se remet dans une dynamique et une perspective où on fait abstraction du matériel au profit de quelque chose qui est beaucoup de l'ordre du symbolique et du mythique. Merci beaucoup Nastasia, je pense qu'on a un peu remis les points sur les i avec vous. Merci beaucoup Marjorie et merci beaucoup à toute l'équipe de ETX Magellan qui nous accueillait pour cet enregistrement. On vous retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et ils s'annoncent exceptionnels. Retrouvez également notre newsletter Filter IA dédiée à l'intelligence artificielle sur la page LinkedIn de Converteo. Si vous voulez nous écrire, c'est par ici, changement@converteo.com. On attend vos commentaires, vos remarques, vos idées de sujets pour les prochains épisodes. Je remercie toute l'équipe de Converteo qui m'aide à préparer ce podcast, Mathilde Millet, Raphaël Fétic, Charles Le Tailleur, et un très grand merci aux équipes de Magellan qui nous aident à réaliser l'émission, Cécilia Gabizon, Yanis Hachemi, Raphaël Camoun et Gilles Chauvineau. Merci à toutes et tous. On vous retrouve très bientôt. Salut!